Bonjour, l'air que nous respirons est souvent pollué. C'est un véritable enjeu environnemental et sanitaire puisque la pollution de l'air est responsable de 9 millions de décès dans le monde. Mais quelles en sont les causes et quelles solutions peut-on mettre en place pour y remédier? On se pose toutes ces questions aujourd'hui dans 26 minutes focus avec deux invités. Denis Petitpré, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille et spécialisé dans la physico-chimie de l'atmosphère. Avec nous également Romain Dénin, cofondateur de la société Biothéos. Bonjour. Bonjour. Vous avez conçu un purificateur d'air à base de microalgues. On va pouvoir y revenir par la suite. Mais avant, reportage à Lille pour mieux comprendre les enjeux sanitaires liés à la pollution de l'air. La qualité de l'air peut être altérée par des polluants d'origine naturelle ou anthropique. Cette pollution a des effets significatifs sur la santé et l'environnement, ce qui engendre des coûts importants pour la société. Le droit européen fixe des valeurs limites pour certains polluants dans l'air, à partir d'études conduites notamment par l'OMS. Les conséquences de la pollution sur la santé, donc elles sont nombreuses. Déjà, le problème des différents polluants qui existent, c'est que ça crée une inflammation, en fait. Après, selon la taille des particules, ça peut créer une inflammation plutôt au niveau des voies aériennes supérieures ou alors descendre au niveau de l'arbre bronchique. Alors une particule fine ou ultra fine, une particule dont la taille est inférieure à 1 micron environ. Elles ont bien sûr un effet beaucoup plus néfaste finalement que des particules de 10 microns qui sont arrêtées par les voies respiratoires aériennes. Donc cette instrumentation ici nous permet de les mesurer et il est important de connaître la taille des particules et surtout leur concentration en nombre. À l'intérieur, on a des sources de production de particules fines qui sont principalement liées au processus de combustion. Et ces particules, si elles ne sont pas évacuées à travers des systèmes de ventilation, d'extraction, eh bien, vont se retrouver donc dans votre pièce. Et si la pièce est peu aérée, on va avoir une accumulation de ces petites particules en concentration qui ne sont pas négligeables et qu'il faut prendre en compte. Je pense pour moi, les premiers responsables, en tout cas ceux qui ont un gros impact sur la qualité de l'air, ce seraient les grosses industries, les grosses entreprises de fabrication. On les voit quand on prend l'autoroute en périphérie, je trouve ça trop dingue qu'on voit physiquement une matière qui s'échappe et qui est nocive. Je prends beaucoup le train parce que je voyage pas mal et sinon je prends le métro et un petit peu le vélo en été. Quand on vit en ville, on sent que c'est pas pareil que quand on va à la plage ou quoi. On sent que l'air est différent. Je pense que certains polluants seront affectés par la distance avec les centres-villes. Mais certains polluants se diffusent beaucoup plus largement. Je pense à l'ozone où la pollution est beaucoup plus à plus grande échelle. Alors derrière moi, on a des analyseurs qu'on retrouve dans nos stations de mesure de la qualité de l'air sur la région des Hauts-de-France. En règle générale, il reste 1 an en station. Ici, on est au labo de métrologie, qui est l'endroit où on va vérifier justement ces analyseurs-là. Nous avons des analyseurs qui vont mesurer les oxydes d'azote, donc le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote. On va avoir des appareils qui mesurent également l'ozone et le dioxyde de soufre. En Europe, on montre que on mesure, de toute façon, que les polluants qui sont encore une fois réglementés, l'ozone, par exemple, les oxydes d'azote, le SO2, les particules fines. Depuis environ 5 à 10 ans, les tendances montrent que les émissions diminuent. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout se mélange. C'est-à-dire que même si en Europe, on émet moins, on est quand même aussi influencé par des masses d'air qui sont issues d'autres pays sur des longues distances. L'OMS dit que environ 80% de la population vit dans des zones où l'air qu'ils respirent n'est pas de bonne qualité finalement. Donc c'est assez complexe finalement de parler d'air pur parce qu'on n'a pas vraiment de définition de ce que c'est qu'un air pur déjà. Donc il faut regarder polluant par polluant. Dans chaque région, une association agréée de surveillance de la qualité de l'air mesure en continu la présence de polluants atmosphériques. Alors Atmo, en fait, ça fait partie d'une fédération nationale qui regroupe tous les observatoires de l'air. Donc il y en a un par région. On a un rôle d'information, c'est-à-dire que tous les résultats produits sont diffusés au public sur un site internet sur lesquels on va retrouver tous les résultats de nos mesures,
de stations, mais aussi l'indice quotidien de la qualité de l'air. On va retrouver en fait nos cartes de prévision de la qualité de l'air qui sont modélisées en tout point du territoire. Donc à n'importe quel endroit de la région, chacun peut savoir ce qu'il respire ou les prévisions de ce qu'il va respirer. On a aussi un rôle d'accompagnement des décideurs, d'aide à la décision, pour aider à identifier les actions les plus efficaces pour préserver la qualité de l'air. On a plusieurs stations dans la région, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour donner une information fiable pour chaque citoyen dans la région. Donc nous, ce qu'on fait avec les informations concernant la météo, avec les informations concernant les émissions qui nous sont données par les communes, par les acteurs sur le territoire, on construit les cartes à l'échelle de la rue, ça veut dire avec la précision de chaque 25 mètres. Donc, ça veut dire que chaque personne peut vérifier quelle est la qualité de l'air juste à côté de sa maison, son lieu de travail. Notre rôle, c'est vraiment d'objectiver, en fait, et d'illustrer au travers de données scientifiques quel est l'état de la qualité de l'air en tout point du territoire. Et en fait, on voit bien que selon les jours, selon les polluants, certaines zones de la région sont plus exposées que d'autres aux pollutions atmosphériques, et que non, il n'y a pas de zone particulièrement préservée dans la région. Certains jours, on peut avoir des concentrations plus élevées en bord de mer, d'autres moins parce qu'il y a une brise. À la campagne, on peut avoir des pollutions liées à l'ozone, qui est un polluant qu'on va retrouver plutôt en zone rurale en réalité qu'en zone urbaine. Et à l'inverse, en zone urbaine, on va retrouver d'autres polluants plutôt produits par les transports, par les voitures, etc. Même si les teneurs en polluants dans l'air baissent, les dépassements de seuils réglementaires de qualité de l'air fixés par la protection de la santé humaine persistent. La qualité de l'air représente un enjeu sanitaire majeur. Aucune zone dans la région n'est préservée, c'est ce que nous dit Céline Desrosiaux de l'Observatoire Atmo. Donc si je comprends bien, Denis Petitpré, en fait, même à l'intérieur de notre maison ou dans la voiture, on respire un air qui est plus ou moins pollué. Oui, tout à fait. Donc dans les habitacles de voiture ou chez soi, finalement, il y a une aération. Donc finalement, il y a un échange entre l'air intérieur et l'extérieur. Et donc, bien sûr, en fonction de la qualité de l'air extérieur, eh bien, cette qualité de l'air va influencer votre air intérieur que vous respirez. Le point aussi qu'il faut avoir en tête, notamment en air intérieur, c'est les activités finalement que vont pratiquer les habitants, que ce soit ou les occupants des bureaux. Alors si je reviens chez soi finalement, parce que c'est là où on passe beaucoup de temps, il y a peut-être plus d'activités qui pourraient être source de polluants, par exemple tout ce qui est activité de cuisson. Finalement, quand on fait griller une viande, on va émettre des petites particules. Tout ce qui est activité aussi en lien avec la combustion de l'encens ou de bougies qui parfois sont, comment dirais-je, vendues pour étant de diffuser des bonnes odeurs ou tout au moins de devenir zen. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de particules qui sont émises par ces processus. Et s'il n'y a pas beaucoup de ventilation, ça s'accumule, comme expliqué dans le reportage. Les solutions, ce serait en fait c'est aérer, tout simplement. Alors les solutions, c'est aérer, effectivement. Là aussi, toujours faut-il être sûr qu'en l'air extérieur, il n'y a pas plus de polluants qu'en air intérieur. Maintenant, on a des aérations qui sont quand même un peu plus sophistiquées avec des filtres. On parle aussi de ventilation double flux, où finalement on va amener de l'air extérieur tout en le filtrant pour éliminer les principaux polluants qui ont été cités dans le reportage. Je pense que c'était assez clair, que ce soit gaz ou particules. Après, la difficulté, c'est aussi d'essayer de ne pas trop refroidir la pièce. Évidemment, si vous apportez de l'air qui est plus frais, notamment l'hiver, vous allez refroidir l'état de la pièce. Donc c'est un compromis entre l'échange avec l'air extérieur, s'il est moins pollué, s'il n'est pas trop froid, s'il faut réchauffer avant pour ne pas refroidir la pièce. Donc quand l'air est trop pollué dehors, on essaye de ne pas trop ouvrir, et quand on voit que l'air est peu pollué, on essaye de rafraîchir la pièce. Voilà. Alors, on a Olivier Ricbuch, enseignant physicien ici au lycée Jean Rostand, qui s'intéresse à la pollution de l'air et qui a une question pour vous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Écoutez, dans le cadre de mes enseignements, je dois essayer de sensibiliser évidemment mes lycéens à tout ce qui concerne la pollution atmosphérique et les polluants. Et j'aurais quelques questions concernant justement la source de ces polluants. Bon, je pense que vous avez déjà répondu un peu aux questions, mais les sources principales à l'extérieur, plutôt, parce que vous venez de parler de l'intérieur, sont essentiellement industrielles ou de déplacements automobiles. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir contrôler un peu ça ? Oui,
Alors, les polluants sont multiples et les sources donc, finalement, qui émettent ces polluants sont très très variées. Et donc tout va dépendre finalement de l'endroit où vous vous situez et si vous êtes proche de sources ou pas. Il est clair que, comme cité dans le reportage, en milieu urbain ou dans un milieu proche de sites industriels, on va avoir des émissions qui sont certainement un peu plus élevées que si on est un peu plus éloigné. Ceci dit, en campagne, il va y avoir une augmentation de l'ozone puisque des masses d'air qui sont produites par les villes vont se diluer. Il faut bien voir que il faut avoir en tête la dynamique de l'atmosphère qui fait que les masses d'air se transportent. Donc un air pollué par une source, ça peut être une industrie, ça peut être le trafic urbain, va se transporter en milieu périurbain. Et là, il y a des mécanismes de chimie atmosphérique qui vont se mettre en place et des polluants, ce qu'on appelle secondaires, qui peuvent être créés, notamment comme l'ozone, parce que l'ozone, en fait, se crée à travers des réactions chimiques dans l'atmosphère. Et ça, c'est un point aussi important. Tout dépend s'il y a beaucoup de NOx, s'il y a beaucoup de composés, ce qu'on appelle organiques volatiles. Après, il y a les polluants donc, particulaires. Actuellement, là, au printemps, il va y avoir dans quelques jours, dès qu'il fera beau, des activités agricoles qui vont, si elles sont mécanisées, très intenses, être aussi source finalement de particules. Alors, elles ne sont peut-être pas nocives, on ne sait pas. Il faut aussi savoir quel type de particules sont émises. Mais tout ça est assez complexe, effectivement. Donc, la question amène plusieurs réponses. Maintenant, si on regarde les particules ultra fines, notamment celles qui sont produites par le trafic, qui sont parmi les plus dangereuses, le diesel a été quand même qualifié comme étant cancérigène par l'OMS, c'est sûr que réduire le trafic automobile va contribuer à limiter les émissions à la fois de NOx, comme ça a été dit, mais aussi des particules. Merci. Dans la région Hauts-de-France, très touchée justement par la pollution de l'air, des initiatives émergent. Regardez. S'attaquer à la pollution de l'air implique de réorganiser les modes humains de production et de déplacement. Les villes peuvent agir en développant les transports en commun, le réseau cyclable et en intégrant plus d'espaces verts ou encore en créant des zones à faible émission. Des sociétés sont devenues spécialistes de la dépollution de l'air. En région Hauts-de-France, c'est le cas par exemple de NeujIKF, spécialisé dans la dépollution industrielle. Aujourd'hui, le groupe NeujIKF, c'est plus de 700 collaborateurs en France et dans le monde, plus de 120 ans d'existence. Tout d'abord, nous allons avoir la société Delta-Neu qui est experte dans le traitement de l'air, le dépoussiérage et la filtration en milieu industriel. Nous allons avoir la société NeujIKF FEVI, spécialisée dans la fabrication de ventilateurs industriels. Et nous avons un centre unique en Europe qui s'appelle le CEFAN, un centre de test et de formation pour l'aérolique. Un air purifié, c'est un air qui déjà répond à des normes. C'est-à-dire que nous, notre métier a un enjeu sur la santé des opérateurs. C'est des opérateurs qui vont travailler sur des polluants. On ne peut pas dire que l'air est purifié si on n'apporte pas des preuves et qu'on ne répond pas à des normes. Les 3 grandes missions de la société Delta-Neu, ça va être de protéger les hommes, protéger les équipements et préserver, protéger l'environnement. Nous allons capturer les polluants au plus proche de l'émission de ces polluants. Nous allons transporter ces polluants du point d'émanation de ces polluants jusqu'à une solution de traitement, de filtration, de dépoussiérage, en fonction de la typologie du polluant. Et ensuite, nous allons rejeter ou recycler ces polluants. Nous sommes capables de rejeter un air purifié de tout polluant à l'extérieur ou alors de le réinjecter dans les locaux si la réglementation en vigueur le permet. Nous avons différentes technologies de filtration en fonction des polluants que nous allons traiter. Nous travaillons aussi bien dans le nucléaire. Nous fournissons des équipements et des solutions qui permettent notamment lors de la maintenance d'intervenir en toute sécurité pour les opérateurs. On va travailler sur un panel d'industries très très large, aussi bien dans l'aérospatial, dans l'alimentaire, l'automobile. Partout où il y a des polluants qui peuvent être générés par les outils de production, nous pouvons intervenir dans le but de protéger les hommes et les équipements. Et depuis quelques années, nous avons aussi développé des solutions de traitement de l'air à destination, alors là, un peu plus du tertiaire. Donc nous avons un purificateur d'air qui s'appelle ERINA, qui permet de traiter l'air sur 200 mètres carrés. Donc qui est plus effectivement à destination de coworking, salle de réunion, salle d'attente par exemple dans le médical. Voilà, les applications sont très vastes. Au-delà de l'industrie, chacun d'entre nous est confronté à la pollution de l'air, au travers de ses déplacements et de sa vie professionnelle. La start-up Biotheos propose une solution originale afin de purifier l'air. On a commencé depuis octobre 2019 à travailler sur l'idée de purifier l'air avec des microalgues. Et donc entre deux, on a fait beaucoup de prototypage. On a conçu une technologie brevetée
des algues microscopiques qui sont capables d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. On parle souvent de l'Amazonie comme le poumon de la planète, mais en fait c'est faux. Le vrai poumon de la planète, c'est les océans, qui sont responsables de plus de 60% de l'oxygène qu'on respire tous aujourd'hui. On a un système breveté qui nous permet de mélanger les polluants à de l'eau. Ces polluants, une fois mélangés dans de l'eau, vont être dissous, et donc c'est à ce moment-là où les microalgues vont les consommer pour se développer. Et ensuite, il y a une étape de stérilisation à l'aide de lampes UVC qui nous permet d'enlever virus et bactéries de l'air que nous traitons. On a une gamme donc, de produits qui s'appelle Oxylone, divisée en 2 produits. Donc Oxylone Urban, qui est destiné à plutôt des espaces ferroviaires, qui ont une charge en polluants plus élevée que dans des espaces intérieurs classiques. Et ensuite, on a une gamme plutôt adaptée pour des plus petits espaces, des bureaux, Oxylone Office. Ces 2 produits sont bien différents. Le premier produit va traiter 700 m3 d'air par heure, alors que le second va en traiter 150. Nous, on a fait un test grandeur nature donc dans le métro de Lille en mars 2022. En fait, on a développé un peu le produit en collaboration avec eux. On leur montrait l'évolution. Ils nous aidaient justement à se rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles et des choses qui étaient préférables. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu développer le produit. Et ensuite, on a pu décrocher un appel d'offres pour mettre en place la solution. On a pu prouver une efficacité donc, sur l'ensemble du quai de métro, donc un quai qui fait 52 mètres de long. Et on pouvait voir une réduction en taux de particules fines de 20%. Après, on a fait d'autres tests dans nos locaux, donc avec Oxylone Office cette fois-ci. Et là, on pouvait avoir une réduction des composés organiques volatiles de 100% en 10 minutes. Actuellement, on est en négociation avec la métropole européenne de Lille pour concrétiser un peu ce qu'on a fait l'année dernière. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer d'en mettre sur plusieurs stations. Donc ça, c'est pour la partie Oxylone Urban. Et ensuite, sur la partie Oxylone Office, on attaque actuellement la commercialisation. On a déjà à peu près 10 clients qui nous attendent justement pour mettre en place Oxylone Office dans leurs locaux. La réglementation actuelle pousse à mettre en place des solutions. Aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation qui est la RE 2020, qui pousse à faire des mesures de débit sur les bouches de ventilation, aussi bien dans des logements, mais également dans le tertiaire. Et ensuite, il y a également la loi Grenelle 2, de capter la qualité de l'air dans des espaces sensibles. C'est des espaces recevant du public de type crèche. Donc aujourd'hui, on capte de la donnée. Mais maintenant, une fois qu'on va se rendre compte que la qualité de l'air n'est pas forcément de bonne qualité, il va falloir mettre en place des solutions. Pour améliorer la qualité de l'air, je dirais essayer de ne pas faire brûler des choses, d'utiliser des chauffages plutôt électriques, pas trop utiliser de bougies, ce genre de choses, et bien évidemment aérer régulièrement. Prendre plus les transports en commun, même marcher plus. Limiter peut-être l'utilisation de la voiture par exemple, c'est vrai que c'est vraiment des choses à petite échelle. En fait, informer autour de soi et rester curieux, je pense, sur l'actualité dans ce sujet-là. Le bilan de la qualité de l'air extérieur en France confirme une amélioration en lien avec la réduction des émissions de polluants, qui fait suite à la mise en œuvre, depuis maintenant quelques années, de stratégies et plans d'action. Pour autant, chacun d'entre nous peut agir à son niveau, en prenant des attitudes éco-responsables au quotidien. Romain Desnant m'a dit que vous étiez venu en vélo. Est-ce qu'il faut boycotter le métro? L'air du métro, c'est pollué. Alors, je suis pas au point de boycotter le métro parce que le métro, c'est un outil qui est très utile aujourd'hui pour se déplacer d'un point A à un point B. Parce que l'inconvénient du vélo, c'est qu'on transpire très facilement. Je veux dire, quand on a 10 km à faire, c'est un peu compliqué, surtout quand il pleut. C'est pas... Donc non, je suis pas au point de boycotter le métro. Mais vous observez que dans le métro, en tout cas. Mais dans le métro, effectivement, il y a plus de polluants, on va dire, qu'en extérieur. Ça, c'est prouvé. On va dire que dans tous les espaces intérieurs, en général, l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu'en extérieur. Et l'air du métro, on va dire qu'il y a des charges en particules fines qui sont encore au-dessus que des espaces classiques, type bureau, par exemple. Donc vous, votre mission, c'est de purifier l'air du métro. Comment ça vous est venu cette idée, et surtout avec des micro-algues? C'est vrai que c'est un peu intriguant. Ça remonte à 2019, donc avec mon associé, on voulait utiliser les micro-algues pour créer une entreprise. Et quand on tapait microalgues, on voyait à chaque fois puis carbone, puis carbone, puis carbone. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait les microalgues sont responsables de plus de 60% de l'oxygène qu'on respire tous aujourd'hui, et qu'elles ont l'avantage en fait d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. On a donc creusé un peu le sujet. À partir de ça, on a pu voir les technologies existantes, et on se rendait compte en fait qu'elles ne répondaient pas forcément au marché de la pollution de l'air intérieur parce qu'elles avaient des débits qui étaient trop peu importants. Et donc on a innové, on a développé une technologie brevetée, ce qui nous permet de traiter jusqu'à 700 m3 d'air par heure. Et du coup, on a contacté directement le métro parce que c'était les premiers concernés. On commençait à avoir des articles de journaux sur le fait que l'air intérieur dans le métro n'est pas forcément de bonne qualité.
Et donc c'est comme ça qu'on a directement contacté la MEG qui était très réceptive. Et c'est comme ça également qu'on a pu décrocher un contrat avec eux. Donc les microalgues que vous avez juste là, qui sont dans ce flacon. Ouais. Donc c'est des microalgues qu'on a récupérées directement, elles sont encore vertes d'ailleurs, qu'on a récupérées directement du test qu'on a fait dans le métro il y a 1 an. Et ensuite, on a également les microalgues séchées, donc du métro. On a pris une partie de la biomasse restante et on a pu les sécher. Et en fait, là, on peut voir des microalgues qui sont sèches, tout simplement. Et Denis Petitpré, comment on explique que dans le métro, l'air soit plus pollué qu'ailleurs, en intérieur? Alors, là, on va revenir aux sources, en fait. Donc, effectivement, peut-être que j'ai une question à poser, c'est est-ce que c'est dans la station de métro ou dans le métro même, dans la station de métro, je crois que c'est... Bon, en fait, est-ce que d'ailleurs, c'est une question que je vous pose, est-ce que l'air est le même dans la rame que Parce que c'est sur le quai, en fait? deux ambiances différentes, je suppose. Tout à fait. Essayer de répondre. Non, tout à fait. Donc on a l'air l'air qui est concerné justement par la pollution de l'air, c'est principalement ce qu'il y a sur le quai, directement là où les rames arrivent. En fait, c'est la friction des rames au moment où elles vont freiner en fait pour arriver à quai que là on a l'émanation de particules fines. Mais dans les rames de métro, il y a des tests qui ont été faits et il s'avère qu'il y a beaucoup moins de polluants que sur les quais. Donc plus dangereux que dans sa cuisine sur les quais du métro. Voilà, tout à fait. Est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, mais est-ce qu'un modèle similaire, ça serait envisageable à grande échelle nature, par exemple dans toute une ville, on met un lac avec plein de micro-algues, est-ce que c'est possible quelque chose comme ça? Alors à grande échelle, ça risque d'être compliqué parce qu'en fait, pour avoir un impact sur l'air extérieur, il faut avoir quelque chose d'énorme et il vaut mieux aller traiter à la source. C'est d'ailleurs ce qu'on développe actuellement à partir de la technologie qu'on a développée. On essaye, aujourd'hui, on va se tourner vers le domaine de l'agroalimentaire où on récupère le CO2 issu de la fermentation de la bière. Donc pour capter ce CO2, le mettre en relation avec les microalgues. Et l'avantage, c'est qu'on a un CO2 qui est, donc, on va dire, qui est beaucoup plus important en quantité que dans l'air extérieur. Donc là, on vient vraiment traiter à la source. Et pour moi, c'est plus là le sujet que mettre un énorme lac de microalgues à l'entrée de la ville, ça ne sera pas forcément utile. Et donc, Denis Petitpré, qu'est-ce que vous observez, vous, dans vos recherches et quelles conclusions vous en tirez? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement Alors, ce que nous, on fait au laboratoire, c'est un peu peut-être en amont, parce qu'avant de savoir ce qu'il faut faire, même si on a des pistes, il faut aussi comprendre ces mécanismes assez complexes dans l'atmosphère. Ça a été aussi dit dans le reportage. Donc, on a de multiples sources, ça vient d'être cité. Ces sources, finalement, vont émettre dans l'atmosphère, il va y avoir un brassage, un mélange, ce qui fait que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux lutter à la source plutôt que dans l'atmosphère. Mais une fois que c'était une atmosphère, ces particules vont aussi réagir, vont se transformer, les gaz vont se réagir, vont se transformer. Et donc nous, au laboratoire, on est là pour essayer de comprendre quelle sera la transformation physique, elles seront même, parce qu'il y en a plusieurs, les transformations physiques et chimiques de ces espèces émises, alors polluantes ou non, finalement, je vais revenir un peu là-dessus, entre leur source et le moment où elles vont se déposer ou être respirées. Donc on peut avoir des sources qui sont, on les a citées là, trafic urbain, etc., qui sont proches, mais on peut aussi avoir des masses d'air qui sont issues, je ne sais pas moi, soit transportées par les vents d'ouest des sels marins. Bon, les sels marins, on peut considérer que ce n'est pas dangereux, mais encore faut-il être sûr qu'ils n'ont pas réagi avec de l'ozone, n'ont pas capturé par exemple une partie de la pollution en cours de route. On peut avoir aussi des masses d'air chargées de poussière désertique, comme on a eu l'hiver dernier avec des dépôts sur les neiges. Et donc nous, au laboratoire, on travaille là-dessus. Après, il y a un autre point aussi qui est une problématique, on l'a cité, c'est sur les petites particules, les très petites, ou ce qu'on appelle les particules ultra fines. Donc dans la taille... Proviennent, pour le coup. Alors, principalement de la combustion, parce que c'est ce qui est le plus connu, mais on a aussi des transformations de gaz qui vont se transformer en particules, ce qu'on appelle des aérosols organiques secondaires, donc qui vont se former dans l'atmosphère et qui sont aussi très petites. Et là, le challenge maintenant, c'est de les mesurer en taille, des particules en dessous de 100 nanomètres, c'est très petit, donc c'est 1/10 de micron, et on n'a pas encore toute l'instrumentation, tout au moins à l'échelle, je dirais, pour être déployée sur de vastes territoires à multiples exemplaires, suffisante pour mesurer ces particules. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on mesure non seulement la masse, comme les PM2,5, on dit la masse des particules, mais la concentration en masse, mais aussi les nombres de ces particules
Parce que ce qui va être important, ce n'est pas nécessairement la quantité qui va être ingérée, mais aussi le nombre et leur taille. Parce que les très petites particules vont être ingérées, aspirées et vont pouvoir diffuser finalement tout dans le corps. On peut retrouver dans le sang, on peut retrouver aussi dans le cerveau. Et donc ces très petites particules sont un enjeu aussi sanitaire et donc nous travaillons sur ces approches-là. Je dirais juste également sur les particules ultra fines, le danger en fait c'est qu'à la fin elles se comportent limite comme un gaz parce qu'elles sont tellement légères qu'elles se propagent on va dire dans l'atmosphère, partout comme un gaz. Parce qu'au final des particules fines de taille 2,5 10 microns, on va pouvoir en fait les mesurer un taux qui sera supérieur en bas qu'en hauteur. Et donc alors que les particules ultra fines, là elles ont tendance en fait à se propager vraiment dans tout l'espace. Donc c'est là où ça devient encore plus dangereux. Ouais, d'accord. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'avoir discuté. Merci aux équipes techniques du lycée Jean Rostand et bien sûr à vous de nous avoir écoutés.